C'est bon. Alors, bonjour Monsieur Baouri. Bonjour. On rappelle que vous êtes président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Aujourd'hui, nous venons vers vous pour parler de l'actualité au Niger. Le mercredi dernier, les militaires ont perpétré un coup d'État dans ce pays voisin, un pays africain. Dites-nous, comment avez-vous appris cette actualité? Bon, j'avoue que cette actualité a été très préoccupante et a fait ressortir une situation qui est une profonde déception pour tous les démocrates et pour tous ceux qui aspirent à voir l'Afrique évoluer dans la stabilité, dans la démocratie et dans la gouvernance. C'est la raison pour laquelle très tôt nous avons exprimé notre soutien au président Mohamed Bazoum et au parti le PNDS Taraya, avec lequel l'UDRG est en très bonne relation. D'accord. Alors, ce coup d'État s'inscrit dans une série de coups d'État dans la sous-région ouest africaine et la communauté internationale n'entend pas cautionner. La CEDEAO même exprime l'intention de faire usage à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Que pensez-vous de l'intervention militaire au Niger aujourd'hui? Bon, l'intervention au Niger est paradoxale. Le pays, depuis ces dernières années, est caractérisé par l'évolution et le renforcement du processus démocratique. Le président Issoufou a fait 2 mandats constitutionnels démocratiquement consacrés. À la suite de cela, le président Bazoum, dans les règles de l'alternance démocratique, a pris le pouvoir. Le lendemain de son élection, il y a eu une tentative avortée de remise en cause de l'ordre constitutionnel avant même qu'il ne s'asseye sur le fauteuil présidentiel. 2 ans plus tard, pour des raisons de conventionnisme et la propagation des actes de déstabilisation que l'Afrique de l'Ouest connaît. Et par conséquent, remettre en cause cette dynamique, c'est affecter de manière profonde et durable la stabilité du Niger et par conséquent remettre en cause les possibilités pour le Sahel, pour l'Afrique de l'Ouest, d'endiguer et de contenir l'évolution du djihadisme. Et comme vous le savez, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est menacée dans ce genre de circonstances. Raison de plus, ce qui se passe au Niger, ce n'est pas simplement pour le Niger, c'est pour l'ensemble de l'Afrique. Et en plus de cela, cette logique de prise du pouvoir pour des questions de convenance personnelle remet en cause la croyance et la conviction que les urnes peuvent installer quelqu'un démocratiquement au pouvoir et que des institutions démocratiques fragiles au début puissent se consolider dans le temps. Si telle est la perception qui est acceptée et sous forme d'impunité, alors partout ce seront des guerres, ce seront des gens qui ont des armes qui vont tenter de conquérir ou de confisquer le pouvoir politique. Si tel est le cas, ce sera une parfaite jungle politique, une jungle où la guerre l'emporte sur des considérations de paix, de stabilité et de cohésion nationale. D'accord. Alors, pire, il y a le Mali et le Burkina qui estiment qu'une intervention serait une déclaration de guerre contre eux et qu'ils ont exprimé leur ferme intention de se battre aux côtés de leurs frères du Niger. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette approche? Quelle solution préconisez-vous pour une sortie de crise au Niger? Déjà, les juntes du Mali et du Burkina doivent savoir la déstabilisation du Niger, ce sera la victoire des djihadistes au Mali et au Burkina. Puisque ce sont les 2 pays qui sont les plus fragiles et qu'une bonne partie de leur territoire aujourd'hui échappe au contrôle de l'État officiel de Ouagadougou et de Bamako. Donc, leur sécurité et l'existence même de leurs États
peuvent être impactés négativement par la situation qui prévaut au Niger actuellement. Et donc, ils devraient faire preuve de plus de prudence et de plus, disons, de responsabilité pour prendre en compte la dimension globale et la dimension régionale des faits qui sont en train, disons, de se passer à Niamey. D'accord. Alors, pour vous, est-ce que le Mali et le Burkina, le fait de décider aujourd'hui d'aller se battre auprès du Niger, ces deux pays-là peuvent déstabiliser un peu l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, en se ralliant au Niger pour combattre une éventuelle force qui viendrait au Niger? Bon, ce sont des déclarations de bravade, à mon avis, puisque aussi bien Bamako que Ouagadougou ont du mal à assurer la sécurité des forces militaires du Mali et du Burkina qui sont en conflit avec les djihadistes à l'heure actuelle. Et le Mali est allé jusqu'à demander l'apport de mercenaires étrangers pour assurer la sécurité du pouvoir de Bamako. Donc c'est une bravade, je ne les vois pas en train, disons, d'aller au-delà de simples déclarations, j'allais dire, de type populiste et de type, j'allais dire, enfantine, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Alors, peut-être pour finir, vous parliez tantôt des djihadistes dans les pays comme le Mali et le Niger. Vous parlez de la fragilité des deux pays. Est-ce que pour vous, l'arrivée de ces militaires au pouvoir au Niger ne peut pas être, comment dirais-je, ne peut pas contribuer à lutter efficacement contre les djihadistes dans les trois pays du Sahel? Au contraire, le Niger était déjà dans une bonne disposition de contenir et de repousser l'avancée djihadiste dans son territoire. Il y a quelques années de cela, il y a 3 années de cela, l'armée nigérienne avait eu des difficultés. Mais depuis ces 2 dernières années, les résultats sur le terrain prouvent que la politique appliquée par M. Bazoum sur le plan sécuritaire était en train de porter des fruits extrêmement importants pour restaurer la stabilité de son pays et par conséquent susceptible de pouvoir donner un coup de main au niveau des 3 frontières, aussi bien au Burkina qu'au Mali. Maintenant, si ceux qui hier avaient déclaré que la situation est bonne se remettent, viennent pour dire que la situation était mauvaise, c'est difficile à comprendre. Et vous savez que dans le contexte de cette guerre asymétrique que dont le Sahel est confronté, l'apport de la communauté internationale est très important. Et si le Niger, avec ses dirigeants militaires, va dans un sens qui risque d'isoler leur pays, qui risque de l'affaiblir, tant sur le plan économique que sur le plan de la coopération sécuritaire, que sur le plan, disons, de la stabilité interne, il va de soi que ce serait un grave dommage porté aux intérêts de l'ensemble de l'Ouest africain. Et je dois dire également que ce putsch provoque des fissures au sein de la société nigérienne. Le PNDS, le parti au pouvoir, est en train de nous... Je ne pense pas. Vous savez, entre les déclarations et les actes, ce sera difficile à mettre en œuvre. La situation globalement est mauvaise. Le sens de responsabilité devrait primer sur toute autre considération populiste ou déclaration, j'allais dire, de solidarité entre militaires, si on peut l'exprimer ainsi. Parce que ce qui est en train de se faire, s'il y a une forme d'impunité, ce ne sont pas simplement les régimes civils démocratiquement installés qui sont en danger. Toutes les transitions, même militaires, risqueront, elles aussi, de subir des putschs par le fait de d'autres fractions militaires pour des raisons de convenance personnelle. Et dans ce cas-là, cela veut dire qu'au lieu de contribuer à stabiliser
et à restaurer la paix, la cohésion, la réconciliation nationale, le vivre ensemble, la refondation de l'État, on va vers la dislocation des États, comme ce qu'on a observé en République centrafricaine et comme on est en train de le vivre aussi bien au Burkina qu'au Mali. Sur 14, il y a 4 déjà qui sont en transition où il y a eu la résultante des coups d'État. Est-ce qu'à date, les militaires de la sous-région ne sont pas en train de prendre goût au pouvoir? Bon, vous savez, les coups d'État tels qu'ils sont en train de se faire, chaque pays a sa spécificité. Les coups d'État ne sont que la résultante d'une situation, disons, de malgouvernance qui a été constatée depuis un certain temps. Si vous me le permettez, la raison profonde de la situation actuelle est liée au fait que la période des début des années 90, avec les conférences nationales souveraines qui ont mis en place le multipartisme intégral, les élections comme mode d'accession au pouvoir, avec des CENI, avec un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, les formes de la démocratie ont été, à partir des années 90, partagées sur l'ensemble des États africains avec la fin du parti unique et du parti État. Mais dans la réalité, cette démocratie formelle ne s'est pas traduite par un apport substantiel de meilleure gouvernance, de meilleure prise en compte des attentes et des intérêts des populations et de meilleures pratiques gouvernementales. Ce qui fait que dans les faits, on parle de démocratie, on parle de multipartisme, on parle de beaucoup de choses de manière formelle, mais dans les faits, pour la plupart des États, la démocratie, le développement, le progrès, la cohésion entre les communautés, l'égalité des droits, le respect des droits des uns et des autres, la primauté de l'état de droit sur toute autre considération ne sont pas une réalité. D'où la fin de ce cycle et les réponses différentes, mal appropriées. Le djihadisme, tel qu'on le dit aujourd'hui, est une conséquence de cette de cette démocratie formelle qui n'a pas apporté des résultats tangibles au niveau des attentes des populations, au niveau de l'enracinement des institutions, pour les légitimer et permettre à tous les citoyens de ces pays de se sentir dans une communauté de citoyens. Donc, le djihadisme a été un avatar qui a prospéré depuis plus de 10 ans. Maintenant, un autre avatar est en train de prospérer, c'est-à-dire les régimes qui sont face à ces réseaux terroristes, à ces réseaux djihadistes, n'ayant pas la capacité de les endiguer, s'appuyant plus sur l'extérieur au lieu de se prendre totalement en charge pour assumer leurs responsabilités de dirigeants, se retrouvent également contestés au profit de juntes militaires qui, sur le front, essuient des échecs et qui se disent peut-être qu'ils sont mieux à même de gouverner et d'apporter des réponses sur le plan sécuritaire. Mais malheureusement, ces réponses sécuritaires que ces juntes sont en train de mettre en œuvre ne sont pas des réponses appropriées et n'ont pas encore montré leur efficacité. Non, au contraire, ça a beaucoup plus permis de dissoudre les liens sociaux et les liens politiques dans leurs États, ce qui fait que le djihadisme est en train de gagner du terrain un peu partout. Et donc, c'est un autre élément. Maintenant, en plus de cela, la conjonction de la situation internationale et les conflits internes avec l'irruption et la présence de mercenaires étrangers pour supplier aux lacunes des forces de défense de sécurité des pays concernés aggrave la situation et nous met dans le champ de conflit entre blocs de puissance que nous devrions nous mettre en dehors pour être en mesure de régler de manière indépendante en fonction de nos intérêts spécifiques la situation de nos États et la situation de nos populations. Monsieur Ba, est-ce que la CEDEAO a aujourd'hui raison de vouloir contraindre les coups d'État en disant que désormais ils vont opposer une intervention militaire dans les territoires qui vont faire les coups d'État?
Est-ce que c'est une manière pour la CEDEAO de dire non au coup d'État, stop au coup d'État dans la sous-région? Vous savez, lorsqu'un mal est profond, parfois, pour guérir ce mal, il faut avoir une approche globale. Et si vous agissez au coup à coup, vous risquez parfois de prendre des mesures qui n'apportent pas de solution. Mais j'avoue que la situation de la semaine dernière à Niamey a pris de court les autorités de la CEDEAO et a mis, disons, en cause le leadership du nouveau président de la conférence des chefs d'État, le Nigérian Tinubu, qui vient de s'installer et qui, en aucune manière, n'entend être désavoué ou n'entend commencer l'exercice de responsabilité dans ce pays qui fait plus de 200 millions d'habitants avec un échec diplomatique flagrant au niveau de ses frontières. Et tout cela fait que le cocktail pour une attitude ferme, musclée de la CEDEAO est favorisé. D'accord. Alors, Monsieur Baouri, l'autre question, on va, comment dirais-je, partir au Sénégal. Hier, l'opposant farouche du régime de Macky Sall, Ousmane Sonko, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt et son parti dissous par le gouvernement sénégalais. Alors, quelle lecture faites-vous de la situation politique du Sénégal aujourd'hui? Personnellement, je salue la décision, comme on l'a déjà fait, du président Macky Sall de renoncer à un troisième mandat. Et ça a contribué à détendre, dans une certaine mesure, le climat politique au Sénégal. Mais permettez-moi de ne pas rentrer dans des commentaires concernant l'évolution politique interne d'un pays qui nous est cher, qui nous est proche. Pour la simple raison, en tant que responsable guinéen, nous avons des compatriotes qui sont installés depuis de longues années au Sénégal. Je ne peux pas me permettre de faire une déclaration quelconque qui pourrait amener à des contre-réactions contre nos compatriotes. Et je profite de cette situation pour dire à tous nos compatriotes, dans les pays où ils résident, d'adopter un profil bas par rapport aux contradictions politiques internes de ces États. Ils doivent savoir qu'ils sont dans des pays qui ont leurs lois. Ils ne sont pas des ressortissants de ces territoires. Par conséquent, toutes les politiques internes spécifiques d'adopter un profil bas pour ne pas être en ligne de mire dans la situation. Alors, en tant qu'homme politique quand même, est-ce que vous avez un message particulier, puisqu'il y a nos compatriotes qui vivent là-bas, et la paix dans ces pays-là pourrait, comment dirais-je, être bénéfique pour tout le monde? Est-ce que vous avez un appel au calme comment dirais-je, à l'endroit des politiques du Sénégal? Bon, permettez-moi de ne pas faire de commentaires. D'accord, merci bien.